tomber depuis quelques heures. L'air fatigué, tu te perds ailleurs. Kevin et Fabien partagent une même passion, la musique. Très bien se cache la meilleure. Tous les mois, ils enregistrent des reprises ou leurs propres compositions. Un hobby autour duquel ils se retrouvaient avec Mélodie, l'une de leurs amies. Donc là, c'était à la table à côté où elle travaillait avec une copine à elle. Elle travaillait sur une chanson. Depuis septembre dernier, les deux amies chantent sans Mélodie. Elle a été assassinée. L'unique suspect est un schizophrène. C'est une perte tragique pour beaucoup de monde. C'était quelqu'un de génial. Elle était elle était à l'écoute et elle avait un cœur en or. C'était un plaisir de travailler avec elle, voilà, tout simplement. Et c'était quelqu'un de artistiquement doué. Elle était très joviale comme fille, tout le temps de sourire, elle était passionnée par ce qu'elle faisait. J'ai encore beaucoup de mal à parler d'elle au passé. C'est pas évident encore. Un crime qui pour certains aurait pu être évité. Mélodie Massé avait tout juste 23 ans. Passionnée de nature et de randonnée, cette fille du Pays Basque vivait à Bordeaux où elle suivait des études d'infirmière. Ses amis la décrivent comme douce, toujours positive, solaire. Depuis plus d'1 an, elle était en couple avec Olivier, 24 ans, connu pour sa participation en 2016 à une émission de télé-réalité. Ils attendaient une petite fille pour l'automne. Le 13 septembre dernier, à 21h30, Olivier découvre le corps sans vie de Mélodie chez sa mère, où elle était venue se reposer. Enceinte de 8 mois, elle a été violée, puis tuée. Le corps de la victime se trouvait sur le lit de la chambre à coucher, ligoté aux poignets et aux chevilles, bâillonné avec des torchons et les yeux bandés. Cette jeune femme a subi des traumatismes violents et répétés à la face, principalement. Ces coups sont très certainement à l'origine du décès, peut-être aussi combinés avec un éventuel processus asphyxique lié au bâillon qu'elle avait dans la bouche. Dans la maison, les traces ADN livrent un nom, Cédric Bernasconi. Cet homme de 38 ans est déjà connu des services de police pour des faits de petite délinquance, vol et dégradation. 3 jours après le meurtre de Mélodie, il est repéré à 10 km de là, à Anglette. Il circule à bord d'un camion-benne volé. Après une course-poursuite avec les gendarmes, il perd le contrôle du camion et s'encastre dans un garage. L'homme est interpellé. Placé en garde à vue, Cédric Bernasconi reconnaît froidement les faits. Il explique être entré dans la maison dans l'espoir d'y trouver de l'argent pour s'acheter des baskets. Mélodie était là. Il aurait été pris d'une envie en la voyant. Le procureur dresse alors un portrait inquiétant du suspect. C'est un individu qui présente un profil psychiatrique sérieux, qui a fait déjà l'objet de plusieurs hospitalisations et qui était suivi d'ailleurs par le centre hospitalier local. Cédric Bernasconi est schizophrène, diagnostiqué de longue date. Il est placé sous curatelle de biens. Aurait-il dû être interné? Pourquoi personne n'a su empêcher la dérive de cet homme malade? Né en Suisse, il habitait en Haute-Savoie où il a fait plusieurs séjours en psychiatrie. Il a été interné de 2003 à 2006. 3 ans plus tard, il s'installe au Pays Basque, à Anglette, où il a un peu de famille. Il travaille un temps en intérim comme paysagiste, mais il vit surtout de son allocation adulte handicapé qui lui permet de se loger et de se nourrir. Au fil des ans, il sème de plus en plus souvent le trouble dans la ville. Et voilà, 4,94 s'il vous plaît. Panchika V12 gère la supérette où Cédric Bernasconi avait ses habitudes. Non, mais je vais pas vous la compter.
2 fois par mois, il venait acheter du lait, du sucre et du café. Elle n'avait jamais eu de problème avec lui, jusqu'en novembre dernier. Je l'ai vu tout de suite arriver de dehors déjà, je l'ai vu arriver, il marchait bizarrement. Et quand il est rentré dans le magasin, moi j'avais du monde en caisse. Donc j'étais dans ma caisse avec mes clients et il est rentré, il a dit bonjour. J'ai répondu bonjour sans tourner la tête. Et là il m'a dit regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Donc je l'ai regardé et là tout de suite, bizarre, il a commencé à parler dans le magasin très fort. Il répétait une phrase constamment, je vais revenir, tu vas voir, tu vas voir. Je sais pas qui parlait, mais voilà, c'était tout en répétition, c'était fort. Au moment de me donner l'argent du paiement, il me donnait les sous, il reprenait ses sous. Ça a duré 30 secondes, mais j'ai eu l'impression que ça a duré 10 minutes, quoi. C'était très très long. Disons que je l'ai toujours trouvé étrange, mais à partir de ce jour-là, je me suis dit, il peut être dangereux, ouais. Moi, il m'a vraiment foutu la trouille, vraiment. S'il a effrayé Panchika et la clientèle du magasin, Cédric Bernasconi aurait surtout fait vivre l'enfer à son voisinage. Sa dernière adresse connue est un studio dans cette résidence tranquille et familiale d'Anglet. Cyril et son fils Yon l'ont côtoyé pendant 2 ans. Il habitait ici, c'était, je ne me rappelle plus du numéro exactement, mais voilà, dans ce studio, toutes les nuits, tout le temps, coup de marteau, hurler à 4 h du matin, sortir en hurlant des injures à tout le monde, à n'importe qui. Ce qui m'a choqué le plus, c'est quand je suis passé un jour dans cette allée, il a allumé une tronçonneuse. Voilà, ça m'a choqué, et quand je suis rentré, il a éteint sa tronçonneuse. Donc, et après, il applaudit aussi, beaucoup d'applaudissements. C'est ça, quoi. C'est constant. Ça, c'est un exemple, mais il y en a eu d'autres. Cyril finit par avoir peur de ce voisin incontrôlable. Selon lui, un jour, sans raison apparente, Cédric Bernasconi l'aurait frappé au visage avec un poing américain. Quelques semaines plus tard, il aurait même tenté de s'introduire chez lui. Il s'est mis ici. Au début, c'était des hurlements, c'est-à-dire qu'il s'est mis à crier en face du portail. Après, sur le second nom, il a passé la main pour ouvrir le portail et il a franchi la porte du portail. Donc il est atterri chez nous. Et à ce moment-là, dans le jardin, il s'est mis à hurler comme ce qu'il faisait auparavant, mais chez lui. Et il a proféré des menaces chez vous? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je me rappelle, il avait dit je vais vous tuer, je vais vous tuer. C'est qu'une question de temps. Cyril porte plainte, dépose plusieurs mains courantes. Il lance même une pétition auprès des habitants de l'immeuble pour demander l'expulsion de Cédric Bernasconi. Rita, une autre voisine, se souvient d'un homme très seul, vivant reclus. Selon elle, il ne recevait quasiment aucune visite, même si sa mère et sa tante vivaient dans la région. Il était sûr que tout le monde était contre lui. Bon, alors il a dit, tout le monde veut exploiter mon cas. Ben ça, c'est une chose bizarre, il dit. Alors, avec innocence, je lui ai dit, ah, mais c'est quoi votre cas? Et tout de suite, il a dit, mon isolement. Et c'est vrai, on peut le comprendre. Quelqu'un déjà qui n'est pas bien dans sa tête, qu'on le laisse là pourrir tout seul, sans rien faire parce qu'il ne travaillait pas. Alors, évidemment, il y avait de quoi devenir encore plus fou. Il était seul, vraiment? Il n'avait jamais de visite? Jamais il était tout seul. Il n'y avait pas de famille. Il n'y avait même pas de visite de cette organisation à Bayonne, qui était tuteur. Il avait planté là et pour eux, c'était réglé. Chaque personne ici dans cette résidence avait toujours dit « Non, mais qu'est-ce qu'on attend pour qu'on le boucle? On attend qu'il assassine quelqu'un. » En début d'année, Cédric Bernasconi quitte son logement et entame une vie d'errance. Mais les plaintes des riverains sont parvenues jusqu'au maire, qui décide de demander son internement d'office. Pour cela, la loi oblige l'élu à obtenir l'aval d'un médecin. Afin d'obtenir ce certificat, Claude Olive se tourne vers le psychiatre qui suit Cédric Bernasconi. J'ai été confronté à la non-acceptation du psychiatre
de signer et de contresigner ma demande d'internement d'office. Est-ce qu'il vous a justifié sa décision? Il pensait qu'il n'était pas dangereux. Enfin, en tout cas, il nous a certifié qu'il n'était pas dangereux et que pour lui, ça posait pas de problème. Je peux vous lire ce que m'écrivait le psychiatre. Je vais proposer un rendez-vous en fin de semaine, début de semaine prochaine, à l'individu pour le convaincre de se faire hospitaliser. Franchement, il n'y a pas été. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse dans la nature? Dans les semaines qui suivent, le maire apprend que le schizophrène a arrêté son traitement et ne reçoit plus son injection mensuelle de neuroleptiques. Il fait part de son inquiétude au psychiatre. Dans un nouveau courrier en mai, 4 mois avant le meurtre de Mélodie, le médecin tente de rassurer l'élu. Il dit cette personne se replie sur elle-même, elle se sent persécutée par les autres, ce qui pourrait expliquer certaines de ses réactions. Et là, vous pourriez envisager une mise en demeure auprès de lui afin qu'il nous demande d'adapter un nouveau protocole thérapeutique et en dernier lieu, peut-être une hospitalisation d'office en cas d'échec. Ça veut dire très clairement qu'on lui fait une injonction de demander s'il veut changer de traitement. Est-ce que vous voulez venir nous rencontrer pour qu'on vous change le protocole? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'à un moment donné, cet homme a été au bout d'une démarche qui pose un problème à la société. Et bien, c'est à nous qui sommes en responsabilité, c'est-à-dire moi élu, mais lui aussi médecin, à prendre nos responsabilités pour essayer de pallier à ça. Et on n'est pas là pour lui demander s'il a envie de se soigner. Depuis le drame, Claude Olive accuse le psychiatre et l'hôpital où était suivi Cédric Bernasconi de ne pas avoir pris au sérieux la menace qu'il représentait. La direction de l'établissement n'a pas souhaité répondre à ces accusations. Mais Thierry Buret, le responsable du pôle psychiatrie, souligne que le maire n'a pas suivi la bonne procédure. Il s'est trompé en s'adressant au psychiatre de l'hôpital. Le médecin habilité à fournir un certificat médical est forcément, en raison de sa neutralité, un médecin généraliste de ville ou un médecin psychiatre de ville qui rédige ce premier certificat. Le psychiatre de l'hôpital n'aurait pas informé le maire qu'il faisait erreur sur la procédure à suivre. Il n'aurait pas non plus informé la direction de l'hôpital. Oubli ou négligence, quoi qu'il en soit, pour Thierry Buret, l'établissement n'a commis aucune faute. C'était à l'élu de se renseigner. Il aurait dû s'adresser directement à nous parce qu'effectivement, on lui aurait expliqué les choses. Je ne comprends pas bien pourquoi il s'est obstiné à dialoguer avec le médecin psychiatre, semble-t-il, de terrain, quoi. Donc, il fallait qu'il dialogue directement avec nous. L'instruction devrait définir les responsabilités de chacun et déterminer s'il y a eu une faille dans la prise en charge de ce patient. Le meurtrier présumé de Mélodie Massé est aujourd'hui en détention provisoire à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. Son avocate n'a pas souhaité répondre à nos questions. Des expertises psychiatriques sont en cours. Cédric Bernasconi ne sera jugé que s'il est reconnu responsable de ses actes.